Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te faire un bilan, un retour d'expérience si tu veux, sur les 3 mois que Pierre et moi nous avons passés au Japon. Donc je vais te parler de mes ressentis, des avantages, des inconvénients, des petits points noirs. Et puis voilà, hein, j'espère que ça va te plaire. Et bien on y va, allez, let's go! Alors, avant de t'expliquer ce petit bilan de ces 3 mois passés au Japon, il y a une marque qui m'a contacté justement pendant que j'étais au Japon et qui m'a proposé de tester gratuitement une machine à expresso portable qui peut être utilisée par exemple pendant une randonnée. Il s'agit de la Aoutin Nano. C'est, comme tu peux le voir, une petite machine à café portative qui fait des expressos, comme ça, qui se recharge en USB. Et elle est assez compacte. Le prix est de 149 €. Mais bon, je t'expliquerai qu'avec mon code de promotion, tu peux avoir 10% de réduction. Et elle pèse 670 grammes. Donc, c'est pas excessivement lourd. Mais je vais t'expliquer rapidement comment elle fonctionne et ce qui peut t'attendre si jamais tu es intéressé. Alors, cette machine à expresso, tu la reçois dans un bel emballage, tu vois, avec des montagnes. Et donc, dans le coffret, tu as bien sûr une notice explicative. Tu as des petits autocollants, si tu as envie. Voilà, et donc, dans le coffret, donc tu as bien sûr la machine à café, une tasse qui se clipse sur la machine à café, un adaptateur pour pouvoir y mettre des capsules, puisque cette machine, je vais te l'expliquer, elle fonctionne à la fois avec des capsules traditionnelles en aluminium ou avec du café moulu, une petite cuillère dosette et un câble pour la recharger en USB-C. Les dernières normes des câbles USB. Alors, cette machine à expresso portable, elle est toute simple à utiliser. Alors, il y a deux parties principales. Tu as la partie supérieure où tu mets de l'eau et tu as la partie inférieure qui se dévisse. Et donc, la partie inférieure, elle se compose. Donc, moi, je vais faire le test avec du café moulu. Donc, tu vois, là-dedans, tu mets le café moulu. Et après, ça se revisse directement au cul de la machine. Et donc, pour utiliser d'abord la machine, bien sûr, moi, je vais faire le test avec du café moulu. Donc, tu mets le café moulu dans le compartiment inférieur. Avec la petite cuillère dosette, tu tasses bien le café. Le diamètre correspond pile poil au filtre. Tu refermes. Voilà, tu mets le filtre en dessous et tu reclipses tout simplement. Et après, la petite tasse qui est fournie va très bien au cul de la machine. Et donc, pour la mettre en route, d'abord, il faut mettre bien sûr de l'eau en haut. Donc, c'est gradué. Donc, moi, je vais faire un petit café de... Voilà. Je referme. Et pour la mise en route, sur le bouton Power, tu maintiens appuyé 2 secondes. Voilà, il y a un petit bip. Et l'eau va se préchauffer puisque j'ai mis de l'eau froide. Donc, quand tu mets de l'eau froide, le temps de préchauffage est d'environ 2 minutes. Et puis, tu as les petites LED qui vont aller progressivement
jusqu'à la 4e LED et dès que l'eau est chaude, il y aura un petit bip et tu pourras faire ton café. Dès qu'il y a le bip qui a retenti, ben, le café se lance tout seul. Voilà, j'ai juste à attendre. En plus, j'aime bien cette couleur verte, couleur nature. Et voilà, tu vois, le café est déjà prêt. Donc, je décapsule, je sépare la tasse. Voilà. Comme tu peux le voir, ça fait un petit café bien crémeux. Et donc, je vais le goûter. Ah oui, il est bien chaud, ouais. C'est quand même dingue d'arriver à faire à partir de café moulu, eh bien, un expresso qui, bon, il est corsé, hein, parce que je l'ai mis qu'à moitié au niveau de la contenance d'eau, mais ouais, il est très bon. Alors au niveau des caractéristiques techniques, eh bien, cette machine à expresso a une batterie de 7500 mAh. Elle fait un café crémeux avec une pression de 20 bars pour justement avoir tout le goût du café. Et elle monte jusqu'à 92 degrés au niveau de la torréfaction. Donc le temps de chauffage est d'environ, allez, maximum 3 minutes. Moi j'ai fait à peu près, le temps de préchauffage a duré à peu près 2 minutes et demie. Elle est compatible donc à la fois café moulu et capsule en aluminium que tu trouves dans le commerce. Donc elle pèse que 670 grammes. Et donc au niveau du nettoyage, eh bien elle se nettoie très facilement. Tu mets de l'eau dedans, tu mets pas de café dedans, et puis tu la mets en route, comme ça nettoie tout le circuit, le filtre, et puis voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Alors au niveau des avantages, bien sûr, eh bien c'est une petite machine à expresso que tu peux emporter partout, donc ça c'est pratique pour quand tu pars en randonnée pour quelques jours. Moi je sais que je la prendrai facilement, pas pour une expédition de 3 mois, parce que bon, elle a quand même son poids, et puis il faut prendre à plus après le café qui va avec ou les capsules. Mais pour une randonnée même d'une semaine, bah, je la prendrai volontiers. Et ce qui est pratique, c'est justement, c'est que sur ton lieu de bivouac le matin, eh bien, tu lances le préchauffage et tu as un petit expresso en pleine nature. Ça, c'est vraiment top. L'inconvénient, c'est que la batterie, en fait, elle est donnée pour faire uniquement quand tu mets de l'eau froide dedans. Donc, il y a le temps de préchauffage, donc ça pompe pas mal de batterie. Et elle est donnée uniquement pour faire 3 expressos. Donc, je trouve ça un peu limite. Par contre, si tu mets directement de l'eau chaude dedans, il n'y aura pas de temps de préchauffage. Et là, elle est donnée pour plusieurs dizaines de cafés expresso si tu mets de l'eau chaude à l'intérieur. Et donc, si tu es intéressé par cette machine à expresso portable, eh bien, en description de cette vidéo, tu as un lien directement pour pouvoir profiter de 10% de réduction avec le code TOF, T-O-F en majuscule. Donc voilà, ça pourra aider éventuellement un peu la chaîne, puisque je toucherai une petite commission sur les achats que tu pourras faire. Mais bon, voilà. Je n'accepte pas toutes les propositions qu'on me fait, hein. J'en ai reçu plusieurs là pendant que j'étais au Japon. Mais celle-là, cette machine à expresso, je trouvais que ça pouvait être bien quand tu pars quelques jours en randonnée. Donc voilà, on passe tout de suite au bilan et au retour d'expérience du Japon. Alors, concernant ce retour d'expérience de ces 3 mois passés au Japon, eh bien tout d'abord, je dois te dire, sans aucun suspense, que le Japon a vraiment été un coup de cœur pour moi, puisque des pays, j'en ai visité dans le monde, hein. J'ai visité le Canada, les États-Unis, enfin New York, j'ai visité l'Australie, l'Égypte, la Tunisie, enfin pas mal de pays dans le monde. Et le Japon, franchement, je le classe
très facilement dans le top 3 de mes pays préférés parce que ce pays, en fait, quand tu arrives là-bas, c'est le dépaysement total. Déjà de par leur culture, de par leur religion et de par leur tradition. Et franchement, le peuple japonais, surtout sur l'île de Shikoku, là, pendant le premier mois et demi où nous avons marché, les Japonais ont été présents, mais presque tous les jours, à nous offrir une petite boisson, une glace, des petits gâteaux. Ils venaient exprès pour nous voir, pour nous faire des petits cadeaux. Et franchement, ils étaient adorables. Après, je définirais le peuple japonais comme un peuple courageux. Parce que déjà, ils travaillent énormément. De par les discussions qu'on avait pu avoir avec des Japonais et des Japonaises, eh bien, certains Japonais travaillent jusqu'à 16 heures par jour. Et donc, ils ont un rythme de folie et ils sont ultra disciplinés. Par exemple, surtout dans les grandes villes, hein, rien qu'un exemple tout bête, au passage piéton, même sur une rue qui faisait 2 mètres de large, s'il y avait un feu piéton et qu'il n'y avait pas de voiture, eh bien les Japonais attendaient au bord du trottoir, attendre que le bonhomme passe au vert pour pouvoir traverser, alors que la rue, elle se traversait en 2 secondes, et même s'il n'y avait pas de voiture. Donc, et même dans les transports en commun, par exemple, ça tu dois le savoir, mais les Japonais sont hyper disciplinés, c'est-à-dire que dans le métro, par exemple, ils font la queue, ils font la file pour pouvoir rentrer et laisser sortir les gens. Et ça, rien que pour ça déjà, c'est un peuple exemplaire. Un autre point hyper important, c'est que partout où on est allé, bon, sur Shikoku, c'est plus un endroit rural, donc à ce niveau-là, ça ne posait pas de problème. Mais dans les grandes villes, même à Tokyo, l'insécurité est omniprésente, est présente partout. C'est-à-dire que on s'est promené, Pierre et moi, très tard, dans la nuit, dans des rues qui étaient assez sombres. Et par exemple, à Paris, ça aurait été, on se serait fait aborder, mais où que tu ailles, il n'y a aucun sentiment d'insécurité. Franchement, c'est exceptionnel, hein. Et même la présence policière n'est pas omniprésente dans la rue. Elle est assez discrète. Après, d'un autre côté, tu as des caméras partout. Donc, est-ce que ça a un effet dissuasif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la sécurité au Japon, elle est au top. Alors, au niveau des points noirs que je pourrais relever sur ces 3 mois passés au Japon, eh bien, d'abord, c'est la clim. Vu que c'est un climat tropical au Japon, il y a de la climatisation partout. Dans tous les magasins, dans tous les hôtels, etc. Tu as de la clim partout. Et même parfois, la clim, elle est abusée, quoi. Elle est poussée à fond. C'est comme ça que Pierre et moi, on a chopé de la toux pendant plusieurs jours, parce que ces différences de température, c'est horrible. Tu es dans un endroit climatisé où il fait 20 degrés, et tu sors dehors, il fait le double, 40 degrés. Forcément, à un moment donné, l'organisme, il va réagir. Donc ça, c'est le premier point noir. Ensuite, le deuxième inconvénient, je dirais, c'est pas grand-chose, c'est surtout à Tokyo. J'ai trouvé que Tokyo, contrairement à Paris, manque sérieusement de verdure. C'est-à-dire que même dans les grandes allées, les grandes avenues, etc., eh bien, il y a très rarement d'arbres. Et les parcs dans Tokyo, eh bien, il n'y en a pas énormément. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis monté en haut de la Tokyo Sky Tree, la plus haute tour du Japon, où j'avais une vue d'ensemble sur Tokyo. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'à perte de vue, on ne voyait pas d'arbres, quoi. Donc ça, c'est un autre petit inconvénient. Et puis, dernier petit point noir, ça concerne surtout Shikoku. Shikoku, c'est très montagneux.
Et bah, tu as dû le voir dans les vidéos, les dénivelés là-bas au Japon sont pas du tout les mêmes que chez nous, hein. C'est quand il y a des montées, c'est des montées mais très très raides quoi. Et vu que tu es dans un climat tropical, eh bien déjà tu souffres dans les montées qui frisent l'escalade, et avec l'humidité qu'il y a dans l'air, la chaleur, ça devient beaucoup plus pénible de monter de monter des montées justement sur l'île de Shikoku. Je ne sais pas si tu arrives à voir Pierre que là-bas au fond là, il est vachement haut par rapport à moi, ce qui montre bien que l'inclinaison du dénivelé là, elle est raide, mais je te dis pas. Et là ça va être comme ça pendant, je pense, environ 2 km. Ça va être l'enfer. Oh, je suis obligé d'arrêter de filmer parce que là, je peux pas marcher sans mes bâtons. Là, je dois marcher à 1 km/h. Tellement c'est pentu. Personnellement, je n'ai jamais vu des dénivelés aussi pentus. Donc c'est pour ça que si tu entreprends de faire ce pèlerinage sur l'île de Shikoku, je te conseille fortement de faire une bonne préparation physique avant de partir, et mentale également. Et c'est vraiment pas réservé aux débutants, hein. Un débutant, faut pas aller sur Shikoku de suite. Et puis un autre inconvénient de l'île de Shikoku, c'est le bitume. Il y a, allez, on va dire 90% des chemins qui sont sur le bitume, sur les routes. Après, d'un autre côté, même si tu es sur la route, il y a quand même un large bas-côté qui est prévu pratiquement partout pour les piétons. Mais voilà, ça c'est un point noir de l'île de Shikoku. J'aurais bien aimé avoir plus de chemins forestiers avec de l'herbe ou même des petits cailloux, mais le bitume, ben, ça nous a niqué, Pierre et moi, une paire de chaussures chacun, quoi. Parce que le sol est dur et très chaud, surtout par des températures qu'on a connues. Donc forcément, les semelles amorphes, quoi. Donc, ben voilà, c'est à peu près le tour des petits points noirs du Japon. Après, si tu te rappelles bien, quand j'avais fait une vidéo avant de partir, j'avais parlé du réseau mobile qu'il y avait sur l'île de Shikoku. Eh bien, au final, c'était faux. Comme quoi, des fois, il vaut mieux se rendre sur place pour se rendre compte par soi-même. Et au final, sur l'île de Shikoku, même dans les montagnes perdues, il y avait du réseau partout. Et ça, c'est un point important, surtout quand, comme moi, tu fais des vidéos tous les jours. Eh bien, c'est bien d'avoir du réseau partout. Et d'ailleurs, concernant le réseau, moi, je suis abonné chez Free Mobile, et le Japon ne fait pas partie des 35 gigas qui donnent tous les mois en data par mois. Donc, j'étais obligé de prendre une carte SIM, une eSIM, une carte SIM virtuelle. Et je suis passé par Olafly. Là, je ne suis pas sponsorisé par Olafly, mais Olafly, franchement, je les avais déjà testés l'année dernière en Italie. Et ils sont top parce que, à part quelques jours où peut-être qu'il y avait un petit quota de data tous les jours, et parfois il m'arrivait de ne pas avoir du réseau tout le temps, à cause de Olafly, alors qu'il y avait marqué 5G sur mon téléphone. Mais en règle générale, eh bien, Olafly, j'avais pris un forfait pour les 3 mois au Japon, et ça a été relativement fiable, et ça m'a permis de... j'avais payé 120 € pour les 3 mois, donc 40 € par mois. Et franchement, c'était assez avantageux de prendre ce type de carte SIM spéciale pour le Japon, quoi. Une autre chose que j'ai découvert en étant au Japon, c'est que Google Maps, en fait, eh bien, c'est un outil vraiment exceptionnel pour... Bon, je ne suis pas sponsorisé non plus par Google, hein, bien sûr, mais Google Maps, en fait, pour se diriger, c'est vraiment un outil top, surtout quand tu prends les transports en commun, parce que dans Google Maps, tu rentres
ton point de départ, ton point d'arrivée, tu choisis l'option transport en commun et il va te donner toutes les options, que ce soit en bus, en train ou en ferry. Il va te donner les heures exactes à laquelle va passer ton bus ou ton train et tu as une estimation du temps de trajet et tu as également le prix que ça va te coûter. Et franchement, c'était topissime hein, parce que quand tu arrives au Japon et que tu es paumé, eh bien, tu es bien content d'avoir une application comme ça qui te dit exactement où rentrer dans la gare, où ressortir, quelle rentrée, quelle sortie prendre. Et ça, vraiment, c'est top. Alors, maintenant que je suis rentré en France, eh bien, il y a des choses qui vont me manquer, que j'ai connues pendant 3 mois au Japon. D'abord, c'est leurs distributeurs. Ça, les distributeurs, il y en a partout, même dans les coins reculés au milieu de la campagne, tu trouveras des distributeurs avec des boissons fraîches. Et dans les grandes villes, tu peux même trouver des distributeurs de plats, que ce soit des ramen, que ce soit n'importe quoi. Et une chose qui était devenue presque une drogue pour moi, c'était le matin de prendre son petit café latte froid dans les distributeurs. Franchement, c'était un régal. Ça valait 150 yens, c'est-à-dire 90 centimes. Et voilà, et en plus par rapport à ça, c'est que les tarifs des boissons dans les distributeurs, c'est vraiment pas abusé. En France, tu vas avoir un distributeur, je sais pas moi, de coca, tu vas payer la canette peut-être 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Hein. Mais au Japon, la boisson la plus chère qui est en grand format, tu vas payer, je te dis, allez, 1 euro quoi, la boisson. Donc ça va me manquer, c'est clair. Une autre chose qui va me manquer, c'est les combini, ces petites épiceries ouvertes 24 heures sur 24 que tu trouves partout au Japon, même dans les endroits reculés de l'île de Shikoku. Et en gros, ces combini se partagent 3 enseignes principales, 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Ça, t'en trouves partout, même dans les grandes villes. Et ça, ces petites épiceries sont vraiment très pratiques. Quand tu veux acheter à manger, tu n'as pas besoin de te charger ton sac à dos pour 1 ou 2 journées de repas dans ton sac, puisque tu as des épiceries partout. Une autre chose qui va me manquer, c'est la vie pas chère. Franchement, comparé à la France, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Déjà, au niveau de la nourriture, c'est vraiment pas cher, comme j'en parlais dans une précédente vidéo. Eh bien, dans les combini, par exemple, tu trouves des repas déjà tout prêts qu'on te chauffe sur place pour même pas 3 euros, quoi. Et la nourriture qui est pas chère, les transports qui sont pas chers, puisqu'en général, un exemple, le train, pour faire à peu près, j'ai calculé, pour faire 100 km en train, ça va te coûter 9 euros, alors qu'en France, va faire 100 km en train, ça va te coûter direct au moins 20 voire 30 euros, quoi. Donc, la nourriture, les transports, moi qui fume, les cigarettes également, puisqu'en France, un paquet de Marlboro, c'est à peu près 12 euros, je crois 12,50 euros. Là-bas, le paquet de Marlboro, c'est 3 euros. C'est encore moins cher qu'en Andorre, qui est pas loin d'ici. Je pensais qu'en Andorre, on ne trouvait pas moins cher, où le paquet est à 4 euros. Eh bien, au Japon, c'est 3 euros le paquet de Marlboro, quoi. C'est dingue. Et quand tu achètes une marque locale, c'est encore moins cher. Donc voilà, ces petits aspects de la vie pas chère au Japon, franchement, ça va me manquer. Un autre petit détail de rien du tout, mais qui va me manquer, c'est avec les repas qu'on te donnait dans les épiceries, en fait, eh bien, partout, même dans les restaurants, on te donnait des petites serviettes humidifiées, comme des rince-doigts, mais c'est spécial pour t'essuyer la bouche, pour t'essuyer les mains. Et ces petites serviettes humidifiées, elles étaient vraiment humidifiées et très très pratiques. Même, on nous en donnait plusieurs, on en gardait pour essuyer par exemple une table d'un abri de pèlerin ou quoi. Et c'est vraiment très pratique, ces petites serviettes humidifiées. Et puis enfin, ce qui va me manquer aussi, c'est la ponctualité dans les transports. Alors, bien sûr, je compare avec la France. Que ce soit les bus ou surtout les trains,
Il y a, en général, il y a toujours du retard dans les trains en France. Là-bas au Japon, j'ai vu une statistique là, il n'y a pas longtemps, au niveau du Shinkansen, qui est leur équivalent de TGV là-bas, sur l'année 2023, le retard cumulé sur tous les Shinkansen qui ont circulé en 2023, il y avait 1 minute de retard sur toute l'année 2023. Donc franchement, il n'y a pas photo. Hein. Et puis, on s'en est rendu compte. Hein. Bon, les bus, peut-être un petit peu moins parce que ils sont tributaires de la circulation. Il y avait quoi, peut-être 1 ou 2 minutes de retard. Mais les trains, franchement, si tu as un train, par exemple, à 9h23, il ne faut pas te pointer à 9h23 sur le quai parce que à 9h23 pile, le train il quitte la gare, quoi. Donc, et même pour les arrivées de train, c'était vraiment ponctuel. Et même la plupart du temps, ils arrivaient légèrement en avance. Donc ça, voilà, ça c'est les points qui vont me manquer au Japon. Ah, et une dernière chose que j'allais oublier, c'est ce qui va me manquer également, c'est dans la circulation dans les grandes villes au Japon, les gens ne klaxonnent jamais. Ce qui fait que, vu qu'ils ont pas mal de voitures électriques, eh bien même quand tu es en ville, t'es pas trop embêté par le bruit de la circulation parce que c'est relativement calme. Ça paraît incroyable, mais ouais. Donc voilà, ça en est fini pour ce bilan de ces 3 mois passés au Japon. J'espère que tu auras appris des choses, que ça te donnera envie d'aller au Japon, mais franchement, en conclusion, comme je l'ai dit en intro, le Japon, ça a vraiment été un pays coup de cœur. Et pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour, je serai amené à y retourner parce que franchement, on s'y sent bien au Japon, franchement. Hein. Et donc, eh bien, j'espère te retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Et puis, je te dis à très très vite. Ciao! Oh, les motos!